que vous pouvez faire avec Planck, c'est de dire, ah bah qu'à cela tienne, on va supposer qu'il y a une section efficace d'annihilation. Quand on fait ça, ça change un peu les courbes, notamment de polarisation. Et vous pouvez dire, bah, quelle est la section efficace maximale que je peux avoir? C'est une petite exclusion qui est celle-là. Vous dites, tout ça c'est impossible. Ah, bah tiens, on a complètement tué l'explication sous forme d'annihilation de la matière sombre des anomalies Pamela et AMS. Voilà un petit exemple, au passage, pour vous dire qu'en fait, dès que ces courbes sont suffisamment précises pour que dès que vous modifiez des parties du modèle, en fait, vous commencez, vous brisez l'accord. Et donc, quand même des choses qui paraissent incroyables, vous mesurez avec un satellite autour de nous un truc un peu anormal, vous faites une petite théorie, ben non, vous ne pouvez pas. Parce que sinon, ça serait vu. Enfin, ça serait vu. Sous une hypothèse minimum, c'est toujours pareil. Après, on paye des théoriciens pour qu'ils trouvent des échappatoires, hein, quand même. Bien sûr. Oh là, ça va faire taire, ça. Bon, comme l'année dernière, on a mesuré aussi le lentillage de la carte du CMB par les grandes structures. C'est magnifique, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça va être trop tard. Alors, je vais quand même faire une ou deux petites choses. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, par exemple, voilà une idée des choses qu'on peut faire d'un point de vue pratique. On va dire, je ne vais pas supposer que la géométrie spatiale de l'univers est plate. Alors ça se traduit dans son mélange-là par dire la matière plus l'énergie du vide, soit ça s'additionne à 1, et à ce moment-là, c'est cette courbe-là. Et puis on dit, ben voilà, si je laisse une certaine courbure spatiale ouverte, possible dans les données, qu'est-ce qui se passe? Alors vous regardez tous les points, ça c'est les différents suspects qui donnent un ajustement raisonnable des données, et ben vous obtenez tout ça, c'est tous les points, les échantillons, les points. Ça et puis ça se trouve que c'est corrélé aussi à la valeur de H0, donc la couleur des points vous donne aussi la couleur du H qu'il faut. Alors ça c'est ce que le CMB vous dit tout seul. Et puis il y a une autre propriété de l'image dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est ce que j'ai sauté, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais qui est une sorte de texture de l'image qu'on peut aussi utiliser pour la comparer à la théorie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de lentillage. Et à ce moment-là, les données nous disent, ah, quand j'utilise le lentillage, non seulement c'est pas là, mais je suis là. Et puis vous utilisez encore autre chose qui est dans la distribution des galaxies autour de nous, le fait que les galaxies ont tendance à être agglutinées d'une certaine manière, un peu plus à certaines distances de n'importe quelle galaxie. On appelle ça les baryonic acoustic oscillation. Si j'avais le temps, je vous raconterais. Ça n'a pas d'importance. C'est un truc, une autre sonde qu'on peut utiliser. Et quand vous rajoutez ça, eh bien, vous focalisez là-dessus. Là. Et ça, c'est la courbe d'univers plat, spatialement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la contrainte qu'on a donc sur la courbure, cette courbe, c'est mesuré par un certain paramètre en méga, par rapport au total, voilà, ça qui est 1, c'est 0,005. Donc on est en train d'être capable de contraindre des choses aussi abstraites et difficiles à mesurer, a priori, que la géométrie spatiale de l'univers à très grande échelle. Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, vous observez des photons qui ont mis tout l'âge de l'univers pour nous parvenir, c'est difficile d'avoir un plus grand bras de levier. Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que cette mesure est précise. Et que précisément, on peut tester les images qu'on voit sur la distance pic à pic n'est pas la même en fonction, justement, de la courbure spatiale de l'univers dans laquelle les photons se propagent. Donc, en fait, ils ne vont pas apparaître au même angle. C'est ça, en fait, qu'on regarde. Et bien, ça nous dit très précisément que, voilà, on est très précisément dans un univers spatialement plat. Et ça, c'était pas dans les 6 paramètres que je vous avais indiqués. Ça, c'était, je suppose que c'est spatialement plat. Ça, c'est donc un exercice autre qui est de dire, eh ben voilà, je me permets une petite extension à un paramètre. Et ça veut dire, cette petite extension, fine, mais j'en ai pas besoin. Vous pouvez faire une autre petite extension comme ça, qui est de dire, bon, très bien, pour le moment, on n'a pas détecté la masse des neutrinos directement, mais on sait que la somme des masses des neutrinos, on a différentes expériences à partir des oscillations solaires, etc. Que bon, c'est la grande nouvelle qui est apparue dans les études du passé, c'était qu'on pense que les neutrinos ont une masse. C'est pas comme des photons.
et on a une limite inférieure de 0,06 EV, ce qui est vraiment pas grave. Alors, mais en revanche, on n'a aucune limite sup, on ne sait rien à partir du laboratoire. En vrai, donc on peut dire, voilà, Kasman-Kell, pareil, je vais rajouter des neutrinos massifs dans ma recette d'univers, et s'ils sont suffisamment massifs, ça va changer en fait l'ajustement. Alors ça, c'est ce que vous obtenez avec le corps cosmologique tout seul. Quand vous rajoutez des faits d'antillages, vous obtenez ça. Et quand vous rajoutez, en gros, les oscillations acoustiques, vous êtes là. Et donc ça se traduit par la meilleure... on sait qu'ils ont plus que 0,06 EV, et maintenant, grâce à Planck, on sait que leur somme est inférieure à 0,23 EV, sinon ça se verrait. Donc en fait, on est en train de zoomer sur une certaine fenêtre qui est voilà, de 0,06 à 0,023. Voilà. Donc en gros, il y a un jour, il y a quelqu'un qui va annoncer nous avons mesuré la somme des masses des neutrinos, ou on a mesuré le neutrino tau, le neutrino mu, et puis il y aura probablement un stop. Voilà. Donc voilà un exemple aussi de choses qu'on peut, qui perturbent, je vous ai dit encore une fois, qui, dès qu'on, c'est un bel ouvrage, donc dès qu'on rajoute un ingrédient de perlimpinpin, ben ça se voit. Alors, maintenant, pour conclure, je vais me tourner vers la dernière partie, parce que j'ai commenté sur les paramètres qui étaient les paramètres de quantité, en fait, de contenu. Et le contenu, en fait, ce que ça détermine, c'est l'évolution des grumeaux primordiaux, disons ceux générés par l'inflation, c'est leur évolution pendant les premiers 380 000 ans. Encore faut-il spécifier aussi quelle est la caractérisation des grumeaux eux-mêmes. Parce que, évidemment, si vous êtes en train de dire je vois la trace transformée au bout de 380 000 ans des grumeaux, il faut quand même dire quelque chose sur les grumeaux eux-mêmes au premier milliardième de seconde. Alors, donc moi je faisais ma thèse pour le commun découvert, et donc très rapidement les gens sont des gens comme Gibbel, Dew, Feldovich, et enfin, des gens qui certains sont encore vivants aujourd'hui. Donc on commençait à essayer de faire une théorie de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mécanisme pour engendrer cette course vers la complexité. C'est quoi qui a permis de démarrer? Alors, on a pu, en faisant de la physique, exclure des tas d'époques parce qu'il n'y a pas les conditions énergétiques, enfin les lois de la physique n'autorisent pas. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui était vraiment une hypothèse minimale, c'était de supposer qu'en fait, quel que soit le processus qui avait engendré les grumeaux primordiaux, ils étaient le processus était invariant d'échelle. C'est-à-dire qu'en gros, quel qu'il ait été, on supposait simplement que l'amplitude, le contraste des grumeaux était le même à toutes les échelles, à toutes les tailles. Vous imaginez les vagues, hein? Donc dire, quelle que soit la distance crête à crête, en gros la hauteur est la même. Ça c'était l'hypothèse minimum, et ça se traduit, il y a une manière, il y a un paramètre pour caractériser ça, qu'on appelle NS, qui vaut 1. NS vaut 1, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, ça veut dire invariance d'échelle. Et ça a des bonnes propriétés parce que du coup, juste quand ça a cette valeur-là, le spectre n'est pas divergent, il ne devient pas infini, ni aux grandes échelles, ni aux petites échelles. Mais ça ne veut pas dire que rien ne garantit. Si vous n'avez pas d'intuition physique, si vous n'avez pas une idée de mécanisme, c'est la meilleure hypothèse que vous puissiez faire, c'est l'hypothèse minimum, vous la supposez invariant d'échelle. Et donc, tous les calculs se faisaient avec NS égale 1. Puis dans les années 80, on a commencé à avoir des candidats théoriques. Il y avait deux grandes classes de théories. L'une sur la base d'inflation, l'autre à base de corps cosmique. La chance, c'est de faire des champions des corps cosmiques. C'est pas celle qui ont gagné. Bon, mais toujours est-il que l'idée a été que finalement, il y a eu une phase au cours de l'univers primordial où l'énergie du vide a dominé, l'univers s'est étendu à une vitesse absolument incroyable, et surtout en 81, il y a deux Russes qui ont fait un calcul, c'est Moukhanov et Chebyshev, Moukhanov qui envoie un mail tous les jours, donc c'est des gens vivants, hein, c'est pas 81, ça a l'air vieux, pas non, tout le ça ne vous paraît pas si vieux que ça. Donc 81, c'est le premier calcul où il y a un gars qui dit, ben voilà, il se pourrait
on va regarder si les fluctuations quantiques du vide, celles qui sont absolument incontournables, celles qu'on ne peut pas empêcher, est-ce que finalement, pendant cette phase d'inflation, elles n'auraient pas pu initier la croissance de toutes les structures, c'est-à-dire avoir été étendues tout en conservant une amplitude suffisante pour en fait initier la croissance des structures. Et ils ont fait des calculs. Et puis ils ont dit, ah ouais, mais pour ça il faut que l'inflation se finisse. Alors pour qu'elle se finisse, il faut une échelle caractéristique, parce que sinon si c'est toujours pareil, ça varie une échelle, mais l'inflation elle ne se terminerait jamais. Et on ne serait pas là. Et donc ils ont dit, ah bah oui, finalement, pour expliquer notre univers, il faudrait que NS ne soit pas exactement égal à 1. En fait, il faudrait que NS soit aux environs de 0,96. Vous imaginez le truc facile, le truc qui diffère de quelques pourcents sur une quantité aussi abstraite que l'amplitude relative des fluctuations primordiales au premier milliardième de seconde. Donc ça, c'est pas absolument trivial. Et là, il se trouve qu'on peut faire un diagramme. On va mettre NS d'un côté. Voilà, ça c'est l'amplitude relative des fluctuations. Et puis, en fait, il est apparu, il faut que je vous raconte encore un petit bout d'histoire. Ces fluctuations dues à l'inflation, il se peut, c'est pas sûr, mais il se peut qu'elles aient aussi engendré par la même occasion des ondes gravitationnelles tout aussi primordiales que ces grumeaux primordiaux. Donc en fait, ce mécanisme, il génère non seulement des fluctuations de densité qui vont pouvoir démarrer l'accrétion de la matière, etc., mais aussi des ondes gravitationnelles qui sont en gros des déformations de l'espace-temps qui se promènent. Et donc on peut dire, voilà, ça c'est moins fondamental comme prescription parce que le niveau où ça se produit n'est pas donné parce qu'il dépend de à quelle échelle d'énergie s'est passée l'inflation et ça on n'en sait rien. Mais on peut toujours faire un diagramme où donc, sur un axe on dit qu'est-ce qu'on a appris sur NS et sur un autre axe qu'est-ce qu'on a appris sur R. Et ben voilà ce que dit Planck. Alors Planck vous dit en gros on est là. Et c'est toujours la même idée, hein. Plus c'est coloré, c'est là que c'est probable, et puis après c'est à 2 sigma, 90%, et après c'est vraiment pas probable. Alors qu'est-ce que vous voyez là? Là, si vous voyez là, on est entre 0,96 et entre 0,97,5. D'accord? La variance d'échelle, c'est là. C'est complètement exclu à plus de 5 sigma, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une chance sur 1 million que NS vaille 1. Donc, je veux dire, ça paraissait incroyable le jour où on mesure, mais c'est mesuré. Et puis vous avez aussi une contrainte sur le niveau donc gravitationnel primordial. Excuse-moi. Oui. R, rappelle-moi R. J'ai dit que c'était donc l'amplitude des fluctuations primordiales. Je ne l'ai pas défini. Je ne l'ai pas encore défini de manière un peu plus détaillée, mais je vais le faire maintenant. Par commodité, pour que ça soit, c'est une des manières conventionnelles, cette amplitude, on exprime la contribution de ces ondes gravitationnelles primordiales en unité de l'amplitude des ondes de densité. Donc si R, on appelle ça un rapport, si R égale 1, c'est qu'il y en a autant des deux quantités. Et puis plus R est petit, moins il y a d'ondes gravitationnelles primordiales, et si c'est 0, il n'y en a pas du tout. Voilà. Alors ça c'est un diagramme qui dit, ben voilà, R est inférieur à 0,10 à 95% de confiance. Encore une fois, ceci, ces contraintes sur les valeurs des paramètres sont toujours au sein d'une certaine théorie. À chaque fois, j'ai bien insisté, vous avez les points de mesure, mais après, quand vous êtes en train de dire NS votant, ben, NS votant, ça dépend de quelle théorie vous êtes en train de soumettre à la comparaison avec les données. Alors si par exemple, et il y a un exemple de ça, si par exemple vous imaginez qu'il y a des neutrinos supplémentaires, vous pourriez être là. Alors, ça se verrait, ça veut dire que, en fait, la contrainte qu'on peut obtenir est différente si vous supposez un modèle différent. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est ajouter des données complémentaires qui viennent à nouveau contraindre. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il y a quand même eu un peu de remue-ménage ou de grabuge quand des collègues américains de BICEP 2 ont annoncé qu'ils avaient mesuré R avec R égale 0,2 à 5 sigma, avec mon collègue Tchalipo qui arrive chez André Lindet et qui dit André, it's 0.2 and it's 5 sigma. Champagne, etc. Il se connaît déjà à Stockholm. Alors, sauf qu'il y avait un peu, il y avait quelque chose dans le potage,
qu'ils avaient un peu sous-estimé, c'était l'influence de la poussière de notre galaxie. Sauf qu'ils avaient fait une mesure qui est une seule fréquence. Je dis, Planck utilise 9 fréquences hein, pour faire la part des choses. Pas de chance, eux, ils ont fait une seule mesure. Et puis, ils ont dit, oh, ouais, ça a l'air petit, parce que l'intensité n'est pas trop forte, et puis ça ressemble tellement au champ de gravitation, à la prédiction. Et donc, voilà, en gros, ils ont annoncé, conférence très médiatisée à Harvard, que The search for B-mode is apparently over. C'était la citation de la fin de l'article. Alors bon, moi j'étais dans leur filière B, c'était à peu près là, hein, parce qu'on fait à peu près pareil, et on dépiautait l'article en temps réel. Non, on regardait, alors on était excités, parce que c'est phénoménal du point de vue de précision de mesure. Il faut quand même voir, ils sont en train de mesurer des nanokelvins. Hein. Ils n'ont pas l'air d'exclure le fait que ça puisse être tout simplement de la poussière ou en partie de la poussière de manière très solide. Et puis, finalement, progressivement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se faire la même réflexion. Et le problème, c'est qu'ayant qu'une fréquence, ils ne pouvaient pas faire la part des choses. Alors, en fait, nous, on a publié un article en septembre dernier. Et en gros, on a dit, on a utilisé la polarisation de la poussière. On mesure à 350 GHz, je vous ai montré une belle carte, hein, je vous ai montré la polarisation de la poussière. Donc en fait, on peut avoir une idée de ce qu'il y a comme contamination dans le champ BICEP. Et on a trouvé que la poussière pouvait faire entre 50 et 100% de leur signal. Donc là déjà, bon, 5 sigma, ça commence, si vous en enlevez la moitié, ça fait déjà 2,5 sigma. Ça peut être 0 sigma aussi. Bon. Donc, on a publié ça, ça fait la, bon, je vous ai presque le détail, ça fait la une aussi des journaux, Nature, machin, etc. Bon, expliquons que la poussière quand même, avait été négligée un peu vite. Mais évidemment, on ne pouvait pas en dire plus, parce que nous, on fait une mesure précise, on fait une mesure sur tout le ciel, et on a une poignée de détecteurs, et en fait, leur expérience, en gros, concentre le même durée d'intégration sur 1% du ciel et 25 fois plus de détecteurs. Donc effectivement, nous on est sur 10 bandes, etc. Bon, donc ils ont une mesure très précise hein, de leur petit coin de ciel. Alors donc le truc standard, c'était de dire il va falloir peut-être qu'on collabore pour qu'on essaye de savoir, on va essayer cette fois d'utiliser notre prédicteur de poussière avec votre mesure très précise à une autre fréquence pour essayer de faire la part des choses. Et bien la part des choses, c'est que tout ce qu'on peut faire à l'issue de ça, c'est mettre une limite supérieure qui est en gros la même que Planck. Mais cette fois de manière directe. Alors vous allez dire, on n'a rien gagné. Non, ça veut dire que maintenant les mesures directes, ça c'était une mesure indirecte en regardant la température, etc. Là, vous dites directement, donc c'est des explications de ce genre, ça ne marche plus. Donc, pour le moment, il n'y a pas de détection des ondes gravitationnelles primordiales. Il y a une limite supérieure qui est de l'ordre de 0, en fait, pour BICEP, à cette échelle-là, c'est 0,11. Non, c'était pas, excusez-moi, c'était 0,11 qu'on avait dit dans Planck 2013, de manière indirecte. Et maintenant, quand on combine de tout, y compris avec nos analyses les plus récentes, on arrive à 0,09. Ce que vous voyez là, donc ça c'est l'analyse, cette fois qui utilise Planck, et plus la contrainte tirée de la co-analyse Planck avec BICEP sur les ondes gravitationnelles primordiales, et donc voilà, on a raboté un petit peu, vous voyez, on a un peu raboté. Mais bon, pour le moment, c'est du rabot, elles ne sont pas là les ondes gravitationnelles primordiales. En tout cas, si elles y sont, elles ne sont pas à un niveau qu'on peut détecter de manière significative avec les données actuelles. Maintenant, si c'est tout juste proche de la limite, hein, c'est par là, par exemple, il ne faudra pas énormément d'amélioration instrumentale pour être capable... Tu fais quoi? Ouais, pas de problème. T'arrêtes quand tu veux. De toute façon, vous pouvez vous en aller quand vous voulez. Hein. Non. Bon, à 9h, il lâche les chiens. Il lâche les chiens. Bon, donc, si effectivement ça se trouve autour de là, peut-être que vous aurez une incroyable dans les années à venir, là, parce qu'il n'y a pas énormément de progrès instrumentaux à faire.
pour aboutir à une détection. Ça peut être imminent. Maintenant, ça peut être n'importe où. Et donc après-demain, je serai devant le CNES pour défendre un satellite post-blanc qui est capable de détecter quelque chose qui est à 0.002. Voilà, là. Donc, et ça, s'il faut ça, eh ben, c'est un lancement en 2025, des résultats en 2030. Donc voilà. Et peut-être que le résultat en 2030, ça sera de dire, eh ben, on n'a rien trouvé à ce niveau-là. Encore une fois, c'est pas garanti comme ça. Et voilà, donc ça vous donne un peu une perspective sur le sujet. Je voulais juste vous dire que parmi les minutes qui me restent, ben dans les modèles d'inflation, il y en a plein. Je vous ai dit là, le transparent d'avant. Alors il y a mes collègues à l'IAP qui ont pris tous les modèles qui ont d'une certaine catégorie, et puis ils ont tous classés en fonction de comment ils décrivent plus ou moins bien dans les données planques. Alors, vous voyez, il y en a